Nathanaël, je suis DevOps Tool Engineer chez Vates. Je touche un peu à tout et je suis un ancien DO. Je faisais partie de la première promo, donc il y a... Je sais plus. Mais je suis sorti il y a 3 ans, grosso modo. Je m'appelle Nathanaël Anbert et je travaille chez Vates depuis presque 2 ans. Je suis passionné de logiciels libres depuis vraiment longtemps. C'est vraiment une chance pour moi de travailler dans ce contexte-là. Pour situer un petit peu le contexte, Vates c'est une entreprise française qui est basée à Grenoble, mais qui marche, on va dire, en full remote. Jérémy il est à Montpellier, moi je suis dans la Drôme. Et les autres personnes de notre équipe sont dans d'autres régions, Mayenne, Bretagne. Voilà. C'est une entreprise qui fait du logiciel libre, en particulier une solution de virtualisation, donc open source. Et nous, on s'occupe de faire tout ce qui concerne DevOps, intégration Kubernetes. Donc voilà ce dont on va vous parler. Je le disais il y a un instant, une entreprise française avec des filiales américaines et italiennes. On est vraiment un éditeur de logiciels, c'est-à-dire que on fait le logiciel, on le conçoit, on le vend, enfin plus exactement on vend le support sur notre logiciel, on vend le conseil. J'ai mis 130 ETP, ça veut dire équivalent temps plein, c'est pour dire à peu près la taille de l'entreprise. En fait, j'ai mis ce chiffre sans avoir d'infos extrêmement précises. Il y a 6 mois, je disais 110. Et je sais qu'on a beaucoup grandi, parce que je vois régulièrement tel lundi, plus 6 personnes, tel lundi, plus 4 personnes. Voilà, on est dans un contexte, la virtualisation, qui est très porteur. Pour la simple et bonne raison que notre concurrent principal, qui s'appelle VMware, a augmenté ses prix très fortement. Et donc, il y a un appel d'air de clients de VMware qui cherchent une alternative. Voilà pour parler un peu de Vates. Ça, c'est des slides un petit peu corporate, mais c'est pas inintéressant. Et on peut, enfin, toi, tu es un ancien d'ici, donc s'il y en a qui sont étudiants en Polytech, vous pouvez potentiellement vous projeter à dire c'est quelque chose d'accessible, de bosser dans une entreprise française qui fait la majorité de son chiffre d'affaires aux États-Unis, plus de la moitié, et qui a comme concurrents des entreprises comme Microsoft avec Hyper-V, VMware bien sûr, Red Hat avec OpenShift, SUSE avec Harvester. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même assez stimulant. Surtout que l'écosystème est super vaste, l'écosystème d'un hyperviseur. On peut toucher un peu à tout. Tout est quasiment open source chez Vates. Les équipes, on peut aller directement discuter avec les gens. Moi, je dis en général, il n'y a que 3 couches en fait de niveau de salariés chez Vates. Il y a moi typiquement qui est ingénieur chez Vates. Il y a Nathanaël qui est de coordinateur aussi entre les équipes et tout ça. Et après directement, il y a les 3 fondateurs au sein de Vates. On a accès à tous les channels, comme tout est open source, on peut aller voir le code de tout. J'ai envie de me poser la question de comment mes données elles sont stockées dans l'hyperviseur. J'ai envie de voir comment ça tourne derrière. En fait, je le fais tourner au pire chez moi sur mon home lab. Ça marche, c'est open source. Donc en fait, et on peut poser des questions. Les gens sont super ouverts à répondre, à aller chercher les problèmes, à aller mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, etc. Et moi, je me plais vraiment là-bas depuis 3 mois. Voilà. J'ai besoin de savoir un petit peu si vous connaissez déjà bien la virtualisation ou s'il est nécessaire que j'explique un peu. Alors, qui a déjà utilisé un hyperviseur et géré des machines virtuelles? Donc quasiment tout le monde. Même ma sœur? Mytho. Alors, très bien. Donc, pas besoin de dire beaucoup de choses. Je rappelle, l'hyperviseur s'installe sur un ou plusieurs serveurs physiques, donc on va partir de un serveur physique, et permet de présenter au système d'exploitation un serveur virtualisé. Donc on peut avoir sur la même machine physique plusieurs systèmes d'exploitation.
Et donc on peut les gérer de manière très flexible à grande échelle. Tous ces systèmes d'exploitation qui sont dans des machines virtuelles. Alors notre solution, elle marche sur tout le matériel Intel et AMD x86. C'est très intégré. Donc vous voyez, je précise sur la 4e ligne, jusqu'aux sauvegardes. Donc je relis pas tout, parce que ça fait redite, mais voilà, jusqu'aux sauvegardes, c'est intégré dans notre solution. Et aussi utilisation traditionnelle, donc une belle web UI. On clique, on fait nouvelle machine virtuelle, et puis on va gérer, je rajoute de la RAM, je rajoute du stockage, etc. Ou alors avec beaucoup d'intégration, et ça c'est notre sujet. Voilà. Pour ceux qui ont besoin de changer d'hyperviseur, s'il y en a, parmi vos connaissances ou vous-même, on a une solution intégrée pour migrer de VMware à Vates. Voilà. Donc j'ai ce schéma ici. Donc on voit ici 2 serveurs physiques. On a notre hyperviseur qui s'appelle XCPNG, qui utilise un logiciel qui s'appelle Xen, qui est vraiment le noyau de virtualisation. On va dire c'est presque le premier binaire qui démarre. C'est pas littéralement le premier, mais c'est le principal. On a une petite interface d'administration web qui est mono-serveur. L'interface d'administration principale s'appelle Xen Orchestra. C'est une grosse web UI qui fait le management, l'administration, les sauvegardes, la gestion du réseau et qui fournit aussi de l'API. Puis en option, ici on a un module d'hyperconvergence, c'est-à-dire que l'hyperconvergence, c'est le fait de pouvoir utiliser du stockage local sur plusieurs machines, donc des disques durs dans les serveurs ou des SSD dans les serveurs, et de les présenter de manière unifiée comme étant un seul stockage. Alors, notre équipe, elle s'appelle DevOps Tools, et la démarche, c'est de vouloir intégrer le plus possible avec les outils Cloud Native et Kubernetes. Qu'est-ce que ça veut dire? La première chose, c'est qu'on s'appuie sur une API REST qui est fournie par Xen Orchestra. Et la démarche, c'est que c'est un changement intéressant dans la fabrication de notre logiciel. Le logiciel Xen Orchestra, quand il a été créé il y a plus d'une dizaine d'années, il a été d'abord créé pour être piloté par une interface web au clavier et à la souris. Aujourd'hui, il y a des intégrations qui s'appuient sur Xen Orchestra tel qu'il a été pensé initialement en utilisant une API qui n'était pas faite pour ça initialement. Et donc il y a une démarche pour repenser le logiciel pour qu'il y ait une API qui soit utilisée et utilisable à la fois par l'interface web et par des outils tiers. Donc quelque chose qui soit à la fois documenté et solide. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Une première intégration, c'est avec le logiciel Packer de la société HashiCorp. Est-ce que certains d'entre vous connaissent ce logiciel Packer? Alors quelques personnes, seulement une dizaine. Donc je vais présenter un petit peu plus. Donc le logiciel Packer est un logiciel fourni par HashiCorp qui est open source et qui permet de automatiser la création de modèles de machines virtuelles. C'est-à-dire que lorsqu'on installe une machine virtuelle spontanément, c'est semblable à l'installation d'un serveur physique de zéro. On va créer la machine virtuelle, il n'y a pas de système d'exploitation dessus, donc on va devoir l'installer. Alors on peut mettre un CD virtuel de Windows Server ou d'une distribution Linux ou d'un autre système d'exploitation, et puis on démarre la machine virtuelle, on voit comme un écran, et on a le contrôle clavier-souris. Et on fait ça à la main, suivant, j'installe, je crée un utilisateur, je mets un mot de passe administrateur, je configure du réseau, je partitionne un disque dur. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple, mais quand on doit le faire à grande échelle, de manière, comment dirais-je, bien faite et reproductible, enfin, ou quand on doit le faire plusieurs fois sans se tromper, eh bien c'est pas évident de ne pas louper une petite faute, de ne pas laisser passer une petite faute de frappe ou une petite erreur de configuration. Donc Packer est un logiciel qui permet d'automatiser ce processus-là en écrivant un fichier de configuration
Et puis ensuite, on lance Packer et il fait toutes les actions pour nous. C'est-à-dire, je crée une première machine, je charge, admettons, le CD d'installation de la distribution Linux Debian. Je fournis un fichier de configuration prédéfini et toute l'installation est automatisée. J'éteins la machine et je dis que c'est un modèle. Et donc il y a des plugins pour Packer pour ensuite que Packer puisse savoir comment utiliser tel ou tel logiciel de virtualisation, tel ou tel hyperviseur donc, ou alors tel ou tel fournisseur de cloud. Donc il y a des plugins pour Packer pour par exemple AWS, le cloud d'Amazon, ou pour OVH, ou pour VMware, ou pour, en l'occurrence, XCPNG, notre hyperviseur. Est-ce que ça vous semble assez clair ? Ensuite, une fois qu'on a ces modèles, on peut les mettre à disposition. Et là, si vous voulez, je vous montre un exemple. C'est tout simple, c'est-à-dire, une fois qu'on a des modèles de machines, on peut les mettre à disposition. Et donc, en un clic, on ouvre un formulaire, on remplit très peu d'informations, et on peut créer une machine virtuelle qui est prête à l'emploi. Ici, je précise qu'on supporte Cloud Init. Je vais préciser un peu ce que c'est. Cloud Init, c'est un mécanisme qui a été développé par Canonical pour Ubuntu et qui ensuite a été disponible pour toutes les distributions Linux. C'est une façon standardisée de configurer les éléments essentiels et basiques d'un système d'exploitation. Les éléments essentiels et basiques, ça va être quelques comptes utilisateurs, une liste de logiciels et de paquets, le nom d'hôte, le hostname, un utilisateur, un mot de passe, quelques clés SSH. Voilà. Et donc c'est une façon très standardisée, c'est-à-dire que dans un fichier texte assez simple, voire avec très très peu de lignes, on peut avoir cette configuration disponible. Alors ensuite on passe sur Terraform et OpenTofu. Le logo de OpenTofu est assez chouette, c'est un petit bout de tofu. Bon, en vrai j'aime pas beaucoup ça. Alors, est-ce que ces logiciels, vous les connaissez et est-ce que vous les avez déjà utilisés? Peu importe, les deux sont équivalents. Alors, ouais, quelques personnes. Donc je vais expliquer un peu plus. C'est toujours un peu cette même démarche, c'est-à-dire, au lieu de faire des choses à la main et de les faire beaucoup de fois, de les reproduire, vous voyez, quand on est dans un contexte où on a une gestion d'infrastructure à grande échelle, ça va être fastidieux, ça va être galère, parfois même un peu pénible, et puis aussi c'est source d'erreur. Là avec Terraform, je vais dire seulement Terraform, mais OpenTofu est vraiment l'équivalent, c'est un fork de Terraform. Avec ce logiciel, il est possible de décrire l'état souhaité de notre infrastructure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire je souhaite avoir, admettons, 352 machines virtuelles, avec celle-ci, elle a 3 Go de mémoire vive, c'est une toute petite, celle-ci elle en a 32, elle est beaucoup plus grosse, celle-ci elle a une carte graphique RTX 5090 parce que c'est notre machine pour faire tourner des LLM. Voilà, on a toute la configuration de notre infrastructure, machine virtuelle, stockage, configuration de RAM, configuration de CPU, les périphériques particuliers. On peut imaginer voilà, telle machine, il y a un appareil USB qui est branché directement sur le serveur et ensuite on l'a passé à la machine virtuelle. Donc tout ça, voilà, c'est configuré, c'est l'état souhaité de notre infrastructure. On le décrit dans des fichiers texte. Et Terraform, quand on le lance et qu'on le fait fonctionner, s'occupe de faire en sorte que l'état réel de notre infrastructure soit celui qui est décrit dans le fichier. Et donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que quand on modifie le fichier et qu'on relance Terraform, il va nous dire, voilà, pour faire
telle modification, je vais la faire tout de suite. Pour faire telle autre modification, je vais devoir éteindre la machine virtuelle, celle-ci, puis je vais la modifier comme cela, et je vais la rallumer. Et ça, c'est quelque chose que Terraform fait de manière automatique. Quand on utilise un outil comme ça, on gagne en efficacité. Admettons que on a déjà des modèles de machines virtuelles qui ont été créés précédemment avec Packer. On a déjà des machines virtuelles déployées, et si on veut en déployer une de plus, semblable à une qui existe, il suffit de copier 10 lignes dans un fichier de configuration, de les remettre à la suite, de changer, admettons, le nom de la machine, et par exemple un tag, pour dire, voilà, ça c'était une machine comptabilité, ça va être une machine gestion. On applique et tout de suite, l'outil va nous mettre en place la machine virtuelle. Admettons qu'on nous dit telle machine, ou on se rend compte que telle machine n'a pas assez de capacité, que ce soit de la RAM ou de CPU. Eh bien, on va le décrire, on va changer la quantité de mémoire vive allouée, de RAM allouée dans le fichier, on lance Terraform. Et Terraform fait les modifications. Donc là, nous, notre mission avec Jérémy et le reste de l'équipe, c'est de créer et maintenir, enfin le plugin existe déjà pour Xen Orchestra. Et notre mission, c'est de le maintenir à jour, de corriger les bugs, de rajouter des fonctionnalités, de le faire évoluer. Ce qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est que c'est une des intégrations les plus anciennes. Ça doit être, je pense qu'on peut dire que ça doit faire 5 ans ou 6 ans qu'elle existe, celle-ci. Et donc c'est quelque chose qui est déjà beaucoup utilisé, très apprécié par des clients, par des home labers, des passionnés qui ont un peu d'infrastructure chez eux. Et ça permet vraiment de gagner en maturité dans la gestion de son infrastructure. Avec Terraform, on peut aussi, ça a été fait, c'est globalement très utilisé pour des VM Linux. C'est aussi possible d'utiliser pour des VM Windows, il n'y a aucun problème pour ça. Sur Linux, la configuration de l'OS est faite par Cloud Init. Sur Windows, on peut utiliser un autre outil open source qui s'appelle Cloudbase Init. Et puis il y a d'autres façons de faire aussi, potentiellement. Voilà. L'avantage, c'est qu'avec Terraform, vous gérez le cycle de vie en fait de vos VM. Ça permet de l'automatiser, de directement dire en une ligne si j'ai envie de passer de 2 à 3 CPU, changer la mémoire, etc. Je fais directement la modif dans mon fichier qui déclare en fait la VM. Là où en fait juste avant Packer permettait de automatiser la création de templates, là vous gérez vraiment le cycle de vie du coup de vos VM et c'est vraiment assez simple, ça ressemble typiquement quand vous allez vous dépassez à peu près 3-4 VM, vous avez peut-être envie d'avoir ces choses-là et pas aller gérer à chaque fois, si vous devez augmenter la RAM, aller faire du clic-bouton dans l'outil. Sachant que chaque outil est différent, Terraform, c'est à peu près, au niveau des providers, ils se ressemblent un peu tous, vous changez la RAM, le CPU, vous avez les options pour, et c'est vraiment cool, du coup, parce que si j'ai envie de passer toutes mes VM de 4 à 8 Go de RAM, je peux, et ça marche. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui, dans un contexte soit d'études d'alternance ou à la maison ou au travail, gère directement de la virtualisation? Ouais. On utilise. Ouais. Ok. C'est intéressant. Donc il y a à peu près une quinzaine de personnes. Alors, Pulumi, c'est un logiciel très similaire à Terraform dans l'objectif, mais assez différent dans l'utilisation. C'est un outil qui permet de faire de l'infrastructure as code, c'est-à-dire toujours cette démarche où on écrit quelques lignes de texte dans un fichier, dans une syntaxe particulière, et ça permet de piloter l'infrastructure. La différence majeure, c'est que Pulumi supporte des langages de développement que vous utilisez peut-être par ailleurs déjà.
C'est l'objectif. Alors que Terraform utilise un langage qui est quasiment exclusif à Terraform, le HCL, ou plutôt au logiciel de chez HashiCorp, Pulumi permet de rester potentiellement dans un contexte qu'on connaît déjà. Ce que je veux dire par là, c'est que si une équipe développe une application en Python et souhaite ensuite gérer aussi avec du Python son infrastructure, ou plutôt d'abord la démarche, ça va être de dire j'ai besoin d'une infrastructure, ensuite je veux que ce soit plus robuste, donc je vais vouloir la gérer avec du code, et bien plutôt que de prendre une solution qui nécessite d'apprendre un autre langage et d'avoir un changement de contexte, et bien Pulumi permet de rester au moins dans le contexte du langage. Il n'empêche qu'il faudra quand même découvrir comment on utilise Pulumi, mais ça lève une barrière à l'entrée. Ça permet aussi d'intégrer directement ses propres règles métiers. Si on a des règles métiers un peu particulières, un peu business, on peut directement les coder. Par exemple, si on fait le bout de code qui tourne à un endroit, on peut dire à 14h, j'ai envie de passer de 2 à 4 VM. Du coup, on peut en fait avoir ce genre de règles particulières. On peut un peu tout coder puisqu'en fait, on est directement dans un modèle de code. On peut littéralement dire ce qu'on veut faire à n'importe quel moment, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà. Alors ça, c'est une intégration orientée développeur. Qui développe du logiciel parmi vous? Il y a pas mal de développeurs. Donc, un Go SDK, un Software Development Kit en Go, qui est déjà utilisé en interne pour nos propres besoins, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de réécrire, on avait plusieurs fois le même besoin dans différentes intégrations qui étaient développées en Go. Donc on a extrait ça dans une bibliothèque à part, et ensuite on l'a mis toujours en logiciel. C'était déjà du logiciel libre, donc ça allait rester, mais on l'a mis à disposition, on le documente, et ça permet à d'autres utilisateurs tiers ou des clients de Vates de pouvoir faire une intégration fine au-dessus de notre solution de virtualisation. Un exemple d'utilisation, c'est que nous, on a des intégrations pour Kubernetes. Et donc, on réutilise notre Go SDK dans ces intégrations Kubernetes. Voilà. Et puis, bien sûr, on l'utilise dans Terraform, dans Pulumi, dans une autre intégration, le CCM et le CSI Driver, qu'on va voir bientôt. Et c'est cool le Go SDK parce qu'en vrai, on peut directement l'utiliser tel quel. C'est-à-dire que vous utilisez la lib, vous l'importez. Du coup, il faut faire du Go. Mais vous l'importez, vous connectez du coup à Xenorchestra avec, vous mettez vos identifiants et vous pouvez faire un peu à la manière de Pulumi tout ce que vous voulez. Vous créez vos VM, vous renommer une VM, vous changez la RAM, vous récupérez les informations des disques, vous ajoutez un disque. Vous pouvez faire pas mal de choses. De toute façon, c'est ce qu'on utilise nous en arrière-plan. Quand vous utilisez d'autres outils. Par contre, du coup, c'est en Go, là où Pulumi, vous pouvez choisir votre langage qui est supporté par Pulumi. Il y a même des langages qui ne sont pas officiellement supportés, mais il y a des contributions à Pulumi qui permettent par exemple de l'utiliser en Rust. C'est pas officiellement supporté, mais vous pouvez essayer. Voilà. Une intégration en PowerShell existe aussi. Ça a été demandé par pas mal de clients qui étaient déjà dans un contexte où ils utilisaient du PowerShell. Et vous voyez, notre démarche, ça a été de dire, ok, vous utilisez ça, et bien nous, on va faire une intégration entre nos logiciels et PowerShell, qui est le langage de scripting par défaut sur Windows, depuis on va dire une dizaine d'années à la grosse louche. Et cette démarche s'inscrit toujours dans l'idée de fournir une solution intégrée, à la fois libre et open source, mais avec une vraie entreprise derrière, et qui fournit du support. Donc, voilà, j'ai mis quelques exemples tout simples. Ici, le New XOVM Snapshot, qui permet de créer un snapshot et de le nommer. Un snapshot, c'est un instantané de la machine virtuelle, c'est-à-dire l'instantané complet du serveur virtuel. Le pipelining, c'est le fait de faire passer la sortie d'une commande PowerShell à l'entrée de la commande suivante. Donc là, vous voyez, c'est assez intéressant. On récupère une liste de machines virtuelles, on fait un filtre sur le nom, et ensuite on les éteint.
Ici, on récupère la liste des VM déjà filtrées sur l'état, celles qui sont en train de fonctionner. Ensuite, on fait un autre filtre sur la taille de la mémoire, donc greater than, GT, supérieur à 4 Go. Et on les met en pause. Suspend, c'est mettre en pause. Comme c'est l'équivalent de mettre en veille. Voilà. Alors ensuite, on a beaucoup d'intégrations sur Kubernetes. Vas-y si tu veux. Sur Kubernetes, du coup, le but, c'est de pouvoir donner la possibilité aux utilisateurs de pouvoir déployer leur propre cluster Kubernetes de façon un peu automatisée sur la solution de virtualisation. Vous avez du coup de cette même façon le cluster Kubernetes de recettes que l'on propose qui vous permet du coup de créer un cluster Kubernetes sur votre infrastructure. Il est basé sur celui de MicroK8s qui a Canonical. Ça, c'est quelque chose qui est un peu historique. On est prêt à remettre à question. Au moins, ça marche, mais on n'est pas sûr que ce soit le meilleur choix. Donc, ça, c'est des réflexions que l'on a de notre côté actuellement. Vous passez en fait l'ensemble des informations que vous voyez un peu à l'écran. Bon, c'est peut-être un peu petit, mais voilà. Et en fait, vous pouvez créer un cluster Kubernetes avec de la dispo. On supporte en fait KubeVip et le fait d'avoir plusieurs control planes en même temps. Alors je donne des termes un peu techniques, mais combien d'entre vous ont déjà touché à Kubernetes au moins une fois ou deux? Il y en a quand même. Ok. Donc du coup, quand en fait vous créez votre Kubernetes de recettes sur l'infrastructure, on vient embarquer en fait un petit module qu'on appelle le CCM, qui est Cloud Control Manager, si je dis pas de bêtises, qui en fait vous permet d'avoir le lien direct entre l'infrastructure derrière et le cluster cube. Ça permet en fait, vous avez typiquement les nœuds, on vient les taguer avec ce module-là, qui correspondent derrière au host dans la solution d'hypervision. Et de la même façon, on a le CSM qui sera bientôt directement intégré dedans, mais il existe. CSA, excusez-moi, qui permet d'avoir toute cette gestion-là de disques, dont les migrations à chaud que l'on a déjà comme possibilité de faire dans la solution d'hypervision. En fait, là, vous pouvez gérer vos volumes d'une manière un peu automatisée grâce au CSA. J'ai peut-être été un peu vite, mais... Ouais, pour compléter, ici, c'est l'illustration du fonctionnement du CSI Driver. Juste une petite précision. Donc, l'idée de l'intégration Kubernetes, c'est que notre solution propose de la virtualisation, donc des machines virtuelles. Et la solution qu'on a actuellement permet de déployer Kubernetes dans des machines virtuelles. Donc, chaque VM va agir comme un nœud de cluster Kubernetes, soit un nœud de control plane, soit un nœud de worker. C'est là que fonctionnent les applications, les charges de travail littéralement. Et donc on a besoin dans Kubernetes parfois de stockage persistant. C'est ce qu'on appelle des persistent volumes. C'est-à-dire que l'application a juste besoin de pouvoir garder de la donnée à long terme. Eh bien, la façon de faire, c'est de fournir à ces machines virtuelles un disque dur virtuel, ce qu'on appelle un VDI dans notre stack. Donc c'est tout simplement du stockage attaché à la VM. Et le CSI Driver, c'est un composant qui tourne dans Kubernetes et qui communique avec Xen Orchestra par l'API REST dont on a parlé au début et qui dit, voilà, l'administrateur Kubernetes lance une application. Dans son application, il y a un persistent volume qui est demandé. Et ce persistent volume, eh bien, pour le fournir, on va créer un disque dur virtuel. Donc là, il y a une communication avec Xen Orchestra et on va l'attacher à la machine virtuelle qui va bien. Donc, par exemple, le worker node 3, parce que c'est là que va tourner l'application. Et puis, plus tard, l'application, en fait, elle va tourner, pour une raison X ou Y, elle va être redéployée, mais sur le worker node 2 de manière automatique. Et donc le CSI Driver va se charger de détacher le disque dur virtuel, le VDI, de l'AVM Worker 3, et puis l'attacher sur le Worker 2. Voilà, donc tout ça, c'est de l'intégration. Ce qu'on voit ici, c'est un tout petit bout de capture d'écran
Côté Xen Orchestra, on voit un disque dur virtuel qui est référencé 3AB62 dans le UID ici. On retrouve ce 3AB62 ici dans Kubernetes. J'ai fait un kubectl describe du PVC qui était demandé le PVC, c'est Persistent Volume Claim, littéralement la demande de Persistent Volume. Donc c'est un peu petit, c'est pour ça que je vous précise que ce qui est intéressant, c'est de bien retrouver l'identifiant sur la partie virtu et dans le cluster Kubernetes. Il y a bien le mapping, voilà. Et puis ensuite quelques annotations pour dire dans Kubernetes d'où vient ce volume. Je fais un petit retour sur le CCM, parce qu'on n'a pas beaucoup regardé cette slide, qui illustre comment le CCM, donc ce Cloud Controller Manager, qui tourne dans Kubernetes, communique avec Xen Orchestra pour faire du lien entre l'infrastructure de virtualisation et Kubernetes qui est par-dessus. On voit ici, donc, c'est la description d'un nœud, donc un node dans Kubernetes. L'objet qui fournit le node, c'est la machine virtuelle. Et donc on a une correspondance. Donc il y a un champ habituel qui s'appelle instance type que vous voyez ici. Et en fait, on l'a tout simplement rempli avec le nombre de virtual CPU et le nombre de gigaoctets de mémoire alloués à cette VM. De même, on fait correspondre la région dans le sens de Kubernetes à un identifiant unique qui est l'identifiant unique de ce qu'on appelle un pool XCPNG, c'est-à-dire un ensemble de machines physiques. Donc des machines physiques qui fonctionnent ensemble. Et ensuite on descend, on a une zone dans Kubernetes, le champ zone, on l'a fait correspondre à l'identifiant unique d'un serveur physique, d'un node physique, donc un node XCPNG physique. Tout cela, ça permet de pouvoir, à l'intérieur de Kubernetes, avoir connaissance d'informations sur la topologie réelle physique. Et je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez une application, vous voulez qu'elle soit hautement disponible, donc vous la faites fonctionner en plusieurs fois. Un site de commerce, par exemple. Donc vous avez plusieurs instances de la même application qui tournent, mais vous voulez que ce soit hautement disponible, il ne faudrait pas que toutes les instances tournent sur le même serveur physique. Donc, parce que dans le cas de la défense du serveur physique, toute l'application serait en panne. Donc il faut un mécanisme c'est ce qu'on appelle de l'anti-affinité, c'est pour dire, voilà, il y a 3 instances de la même application et il faut les répartir, elles ne peuvent pas fonctionner sur la même machine physique. Et donc si on est dans Kubernetes, spontanément, par défaut, on n'a pas l'information sur la réalité physique de l'infrastructure, alors on fournit le CCM pour donner ces informations et ensuite on peut s'appuyer dessus. La dernière intégration qui s'appelle Cluster API, est-ce que certains d'entre vous connaissent cet outil? Une personne, alors je vais expliquer, c'est une abstraction pour gérer le cycle de vie complet de cluster Kubernetes. C'est un outil qui est fourni par ce qu'on appelle les groupes de travail Kubernetes et qui permet de définir de manière, on va dire, normalisée la création de clusters Kubernetes, la définition de ce que c'est un node, donc un nœud, la mise à jour, l'ajout et la suppression de nœuds, voilà, c'est l'essentiel. Et cette cluster API vient avec des intégrations pour les fournisseurs d'infrastructures. Comme j'ai cité tout à l'heure, il existe un plugin pour faire des clusters Kubernetes avec, on va dire, OVH, AWS. Et donc, nous, on en fait un pour notre solution Xen Orchestra et XCPNG. Ça, c'est une intégration toute récente ça fait 2 mois qu'on travaille dessus. On vient de publier sur GitHub le dépôt. On va dire que ce n'est pas encore un produit commercial parce que ce n'est pas encore stable.
Mais voilà, j'ai mis le lien et puis je pourrais répondre à vos questions si vous en avez. J'arrive sur la fin de la présentation. Alors, avant la fin, oui, quelques illustrations. Ici, on voit la définition d'un cluster Kubernetes. Le nom du cluster, MyCluster, tout simplement. On définit un peu de réseau. On définit surtout comment on va créer notre cluster, avec quel modèle. Et là, on retrouve un modèle Vates basé sur du Red Hat, pré-rempli, voilà. Et on définit ici le plan de contrôle, le control plane. On veut 3 instances de nœuds control plane pour avoir un control plane. Donc c'est ce qui contrôle le cluster Kubernetes hautement disponible. On veut ensuite des workers qui utilisent tel modèle, et on en veut 2. Ouais, c'est toujours cette démarche de définir dans du code l'infrastructure. C'est même pas du code, c'est juste du YAML. Et ensuite, on a ici des objets dans Kubernetes qui sont des machines, des Vates machines, sont des ressources spéciales pour gérer les nœuds Kubernetes et les VM nécessaires. Donc, je passe un peu vite, mais on retrouve ici une liste de machines qui sont fournies ensuite par des Vates machines, et en fait, c'est juste des VM. Qu'on retrouve avec Xenorchestra, l'identifiant de la VM. Et quand on va voir dans l'interface web, en fait, on retrouve les 3 VM de nœuds control plane et les 2 VM de worker qui sont utilisés par la cluster API. Donc ça, c'est une intégration qui va nous permettre à la fois de proposer à nos clients d'aller plus loin, et puis de transformer notre solution de virtualisation qui est vraiment orientée VM à une solution qui est orientée VM et Kubernetes bien intégrée. Voilà la fin. On a une liste de sujets de travail qui est longue, qui nous occupe bien. Donc finir le CSI driver pour le storage, la cluster API, peut-être intégrer une interface de gestion dédiée à Kubernetes comme Headlamp, différentes idées et pistes pour faire des intégrations avec d'autres entreprises et solutions de Kubernetes. Et le petit dernier que j'ai rajouté 2 minutes avant la conf, mais qui n'est pas planifié, mais auquel on pense, qui s'appelle Runix. Et ça peut intéresser, ça pourrait être un sujet de stage de fin d'études ou de travail de fond, parce que c'est à la fois ambitieux et exploratoire. Ce serait d'isoler les pods, donc les conteneurs dans Kubernetes, par des micro-VM, comme un peu de la même manière que Firecracker, mais dans notre écosystème. Alors voilà, c'est le temps des questions. Je vais commencer. Qui connaissait XCP-NG, Xenorchestra ou Vates? Ouais, 5 ou 6 personnes. Alors maintenant tout le monde connaît. Qui voudrait tester, puisque c'est libre, c'est open source? Un petit peu, voilà. Le dernier point, voilà, on recrute. Vous pouvez aller voir les annonces, et s'il n'y a pas d'annonce qui vous plaît, écrivez quand même. Parce qu'en fait, d'après ce qu'on a compris, l'entreprise grandit vite et va grandir encore plus vite. Alors, bon, peut-être que si ça vous intéresse, vous pouvez postuler. Puis ça fait un bon lien avec le talk initial sur l'open source et la carrière. Voilà. Merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci beaucoup pour le talk. Merci pour cette présentation du produit qui est vraiment très prometteur. J'avais juste une question, c'est au niveau des hyperviseurs, est-ce qu'il est intégré uniquement à votre orchestrateur, ou si admettons demain sur mon Proxmox je décide de vouloir changer d'hyperviseur, est-ce que je peux prendre le vôtre et démarrer des machines, comment il s'appelle déjà, des machines Vates via Proxmox? Est-ce que c'est possible ou pas? J'ai pas très bien compris le lien que vous voudriez faire entre Proxmox et XCP-NG. Vous pourrez répéter?
Juste en fait, au lieu d'utiliser en fait par exemple libvirt, d'utiliser XCPNG quoi. En gros, si je comprends bien, c'est comment passer un peu de Proxmox actuellement que tu as sur ton infra à XCPNG, au moins pour tester. Il y a plusieurs façons, je pense. C'est bien la bonne question ou pas? Ouais. Ok. Parce qu'il y a plusieurs façons, je pense. J'en vois deux principales. Soit tu mets directement sur un serveur. XCPNG, ça s'installe avec un ISO et tu vas pouvoir directement le tester et après tu vas pouvoir passer tes VM de l'un à l'autre. Ça supporte le OVA, le XVA et maintenant ça supporte le Kikodo qui a encore 2-3 petits soucis mais c'est vraiment rien de grave, donc tu pourrais passer tes VM de l'un à l'autre comme ça et pouvoir tester. Une autre façon c'est juste pour tester, je ne le recommande pas pour de la production du tout, mais c'est XCPNG peut être mis dans un système de virtualisation, dont Proxmox. Donc en fait, tu peux l'installer dans une VM. Et si tu as la nested virtualisation que KVM QEMU sur lequel Proxmox est basé le supporte, tu vas pouvoir en fait créer des VM depuis sous ta VM en fait derrière. Et donc ça devrait marcher, mais tu auras une méga VM quand même là-dedans. Mais ça marche. Moi je l'ai fait sur mon ordi perso pour tester au début, etc. Et ça fonctionne. Donc tu peux essayer comme ça. Je ne sais pas si ça répond à tes questions. Non, oui, ça répond complètement. Merci. Une belle présentation, ça fait plaisir de revoir XCPNG. Moi j'en avais fait il y a plus de 10 ans, ça me fait vieux. Est-ce que vous avez un feature comparatif avec ce qu'il y a sur le marché, notamment VMware aujourd'hui? Qu'est-ce que ça ne couvre pas? On voit que tous les gens ils arrivent avec du VMware, ils faisaient du Vim et donc ils veulent du backup easy. Et par rapport à Kubernetes aussi, qu'est-ce qui manque? On a vu, donc vous avez travaillé sur le CSI. Est-ce que vous avez travaillé sur un CSI aussi en RxW, en RWX pardon, et d'autres features qui manqueraient aujourd'hui d'intégration de load balancer ou autre? Pour répondre aux questions, Vim est supporté depuis la release 13.1, je crois, qui vient d'être annoncée. Donc c'est vraiment un gros facteur, un gros point positif pour nous. L'intégration a été faite l'an dernier, elle a été en bêta jusqu'à là et elle est en disponibilité globale, en GA. Avec la toute nouvelle version de Vim, donc vraiment supporté et nous on est en lien étroit avec eux, c'est-à-dire que même si nous on a une fonctionnalité de sauvegarde, en fait c'est intéressant d'un point de vue facilitation de changement, c'est-à-dire qu'une infra qui est sur Vim plus VMware, elle garde Vim, elle remplace VMware par Vates, XCPNG et Xenorchestra, et elle garde Vim, et ça fait pas un double changement, parce que en fait les sauvegardes c'est quand même le nerf de la guerre. Après sur le CSI driver, oui on a prévu de supporter le read-write many, donc la capacité d'écrire, de lire et écrire sur le même persistent volume plusieurs fois. Donc c'est clairement dans la roadmap. Autre question sur le load balancer, on parle bien de load balancer de VM, donc le load balancer de VM est déjà disponible dans Xenorchestra depuis un paquet d'années. Donc il y a le load balancer, tu peux reprendre le micro, j'ai pas bien entendu. Dans l'idée d'offloader ton load balancer et de ne pas le faire tourner dans Kubernetes, de pouvoir juste appeler quelque chose externe. Quand tu crées un service de type load balancer, que ce soit ton cloud qui te le fournisse. Ah, alors ça c'est un load balancer réseau de niveau 7. Pour l'instant nous n'avons pas de solution intégrée de LB HTTP. C'est clairement dans la roadmap. Au niveau des features, on a en ce moment un gros travail fait par une autre équipe au niveau côté XCPNG réseau pour aller beaucoup plus loin sur la virtualisation du réseau. On a déjà un SDN controller, mais on voudrait aller vraiment beaucoup plus loin pour se rapprocher de NSX. Il y avait d'autres questions? Voilà.
Je voulais savoir s'il y aurait une potentielle, comment dire ça, faire un Xen Orchestra en bar métal potentiellement, et est-ce qu'il y aurait aussi une potentielle idéologie comme on pourrait retrouver sur Incus OS où vraiment tout est fermé et on pourrait communiquer uniquement que via l'API. Xen Orchestra bar metal, qu'est-ce que tu veux dire par là? Par exemple comme on pourrait retrouver sur Proxmox ou Incus. C'est directement en vrai, on télécharge l'OS, on l'installe et une idéologie comme IncusOS où tout est fermé et on discute qu'uniquement avec la VM qu'avec l'API. Ouais, alors en fait le fonctionnement c'est déjà le cas, c'est-à-dire que quand tu installes XCPNG, tu l'installes en bar metal et Xen Orchestra, tu l'installes sur la machine où tu as installé XCPNG. Je pense que c'est déjà le cas. Ensuite, au niveau de XCPNG, il y a déjà de la restriction qui est en place, c'est-à-dire que par défaut, il n'y a pas d'accès autre à XCPNG que via l'API officielle. Par exemple, par défaut, tu ne peux pas te connecter en SSH sur l'autre XCPNG. Voilà. Bien sûr, tu peux manipuler en clavier et écran si tu es devant la machine. C'est pas ce qu'on utilise le plus, bien sûr. Et ensuite, oui, je pense que c'est déjà le cas. Est-ce que je réponds à ta question? Oui. Oui. Il y avait déjà des restrictions mises en place dès le départ. Je pense qu'en fait c'est plus lié à l'architecture de comment marche XCPNG. En fait XCPNG c'est un hyperviseur de type 1, ça veut dire que tu bootes directement sur l'hyperviseur, tu ne dépends pas d'un OS ou quoi. Et typiquement c'est le cas, quand tu vas te connecter à XCPNG, en fait tu vas te connecter à une zone spéciale dans XCPNG qui est la DOM0, qui est une VM, qui est la première VM en fait qui est lancée dans XCPNG et qui est une VM un peu particulière qui a accès du coup à XCPNG, qui te permet d'utiliser la CLI XE liée à XCPNG et à Xen Server. Il y a aussi une CLI qui s'appelle XL qui permet par exemple de se connecter à la console. Mais du coup voilà, en fait par rapport à, je prends par exemple le cas de Proxmox qui est basé sur KVM KMU. Proxmox tu l'installes sur ton propre Debian que tu as toi. Tu vas d'abord installer donc le Debian et ensuite tu vas faire l'installation de Proxmox. Là c'est pas le cas, tu fais en fait directement l'installation de tout XCPNG directement sans OS. L'OS en fait c'est littéralement l'hyperviseur. C'est pour ça qu'on fait la différence entre deux types d'hyperviseurs, l'hyperviseur de type 1 où tu bootes sur l'OS et l'hyperviseur de type 2 où en fait tu as besoin d'un kernel déjà existant, d'un moteur d'exécution et tu vas te reposer dessus. Je pense avoir répondu à ta question mais je suis pas sûr. Ok. Bon bah voilà. Bien, merci pour les questions, on peut encore les applaudir.